Oh, dropkick, coup de la corde à linge. Oh là là, on n'a pas brisé le kayfabe. Vous ne comprenez rien? Eh ben, rejoignez Catchacast pour découvrir ou approfondir votre amour du catch. Monde du catch mainstream, catch indé, de la lucha libre et autres puroresu japonais. Ah, c'est parti. John, à Battleground, je te promets une chose. C'est que je vais te battre et devenir le nouveau champion. But I know you people don't understand what Haranai Taro. Cette superbe envoi par-dessus la troisième corde de Jordan. Philippe, parce que ça va très vite, ça va très vite. Cette fois-ci, on est là tous les deux. Oh oui, ce qui est passé par-dessus la troisième corde. C'est pas tout, regardez. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Catchacast. Catchacast, votre émission ressource, votre émission culte, votre émission d'analyse du catch du groupe Death Podcast. Au micro, c'est Mehdi pour l'animation, mais je ne serai pas seul parce que j'ai avec moi Félix. Coucou Félix. Hello. Comment ça va depuis le temps? Bah ça va. Bon, ça fait plaisir. De nouveau confiné, mais on essaie de faire ce qu'on peut pour faire revenir la fièvre du Catchacast. Ah, je pense qu'elle ne quitte jamais les gens qui nous écoutent, mais en tout cas, on va essayer de rajouter de l'huile sur le feu, on va dire, pour cette passion. On vous rappelle que Catchacast, c'est une émission du groupe Death Podcast, que vous retrouvez en tout cas concernant le Catchacast, tous nos réseaux, Twitter, Instagram, Facebook, et il y a peu lancé, tout début novembre, le Patreon, c'est-à-dire que vous pouvez nous soutenir à votre niveau, comme vous le sentez. Ça va de 1 euro jusqu'à ce que vous pouvez donner, et nous, ça peut nous aider à effectivement investir dans du matériel, quand on sera de nouveau déconfiné, aller sur des événements, les couvrir, etc., etc. À votre bon cœur, monsieur, dame. Et aujourd'hui, on va passer sur le sujet. On va parler de quoi, mon cher Félix? Eh bien, on va parler de notre tradition annuelle d'habitude qui est estivale. Celle-là, elle est automnale et c'est le G1 Climax 30. G1 Climax, be the one. Voilà, sous-titré soit l'élu, tel un néo du catch. Et comme d'habitude, on va un petit peu vous donner notre plan, notre ossature de l'émission. On ne va pas vous faire, bien entendu, du match par match, parce que ça, déjà, c'est chronophage et énergivore. Mais au-delà de ça, on s'est dit que c'était plus digeste de vous faire plutôt un retour. En plus, on n'a pas collé à l'actu et il y a plein de sites sympas. On vous invite à aller chercher, qui ont fait des recaps soit en temps réel ou qui sont disponibles sur les internets. Nous, on va plutôt se concentrer sur le G1 de chaque catcher, en dire un petit mot. S'il n'y a pas grand chose à dire, next, parce qu'il y en a certains, ça va être le cas. Je pense à un très très fort qui a des lunettes de soleil. Oh oui. Et en l'occurrence, on va sans plus tarder commencer. Et puis toujours la patoune Catchacast, où on va essayer d'analyser qu'est-ce que ça vient nous dire pour la suite, qu'est-ce que ça vient nous dire aussi sur les logiques de confinement, plein de choses. Alors, donc, le G1 Climax, pour rappel, 2 blocs, pas de grande surprise, sauf pour celles et ceux qui découvriraient le G1 par notre intermédiaire, et on est très touché et très en stress parce que on a une grosse responsabilité. C'est le gros tournoi, comme le disait très bien Félix, normalement estival, qui vient s'étaler de, si je ne m'abuse, d'août à tout début septembre. De mémoire. Non, c'est mi-juillet. Mi-juillet, mi-août. Je me semblait que ça mangeait un peu sur septembre. Donc là, à titre exceptionnel, confinement oblige, ça a été décalé. Il y avait même les questions, on se disait jusqu'à il y a peu, est-ce que le G1 de cette année allait être simplement maintenu? Dieu merci, il a été maintenu. Et puis, il était déjà décalé de base, lui, pour le coup, parce que à la base, ça fait 2 fois base, avant l'arrivée du beau
Et glorieux Covid-19, merci confinement, tout ça, il y avait les Jeux Olympiques qui étaient prévus à Tokyo cet été, Tout à fait. qui ont été forcément reportés à l'année prochaine. Et donc le G1 qui aurait dû normalement se dérouler de mi-juillet à mi-août en temps normal, fort des JO qui allaient prendre toute la place pendant l'été, c'était déjà décalé de septembre à octobre, dès le départ. Donc, double décalage. Ils ont finalement maintenu leur date de départ exceptionnelle cette année parce qu'il y avait les JO. Forcément. Et ils ont réussi à produire leur G1 Climax comme ils le voulaient. Sauf que voilà, avec les 2 blocs de 10 catcheurs, pour le coup, chaque show, par exemple un show dédié au match du bloc A, il n'y avait pas de catcheur du bloc B sur ce show pour pas qu'il y ait de mélange dans les vestiaires. C'est ça. Et donc pas forcément de contamination supplémentaire éventuelle dans les vestiaires. C'est le seul truc qui a vraiment changé sur ce G1 Climax, parce que il y avait en plus du public, parce qu'au Japon, c'est différent la situation pandémique, elle est différente aux États-Unis. Donc, du coup, ils ont pu faire venir du public chaque soir. Alors, à chaque fois, c'était. Séparation d'une place, pas le droit de crier fallait, même s'il n'était pas là. Pas le droit de chanter, de crier quoi que ce soit. C'était que du clap, clap, clap. C'est ça. Et puis, c'était des salles remplies à quoi, 20% maximum. Voilà. Vous avez le droit de rester japonais et d'être réservé. Tu vois, le gros cliché. Donc, écoute, je reconnais bien là le journaliste et le journaliste scientifique sur ces règles sanitaires et le journaliste avec les informations essentielles. Le G1 Climax, on a dit c'est quoi? C'est la grand-messe, on va dire, normalement estivale, aujourd'hui automnale, avec 2 blocs, comme tu l'as très bien dit. Et on va aller... Je vais être grand prince, on va lister donc les catcheurs et je vais te laisser le beau bloc, la part du lion, je vais te laisser le bloc A. Voilà. Gentil, et donc je te laisse effectivement nous dire quel catcheur, et juste après, on perdra pas trop de temps, on enchaînera sur chacun d'entre eux en ne commençant pas forcément dans l'ordre, je ménagerai un petit peu ça. Donc listons d'abord les 10 catcheurs du bloc A. Donc il y a Kota Ibushi, Will Ospreay, Jay White, Kazuchika Okada, Taichi, Jeff Cobb, Tomohiro Ishii, Shingo Takagi, Minoru Suzuki et Yujiro Takahashi, à ne pas confondre avec Hiromu, aucun lien. Non, tout à fait, tout lien ferait mal, tout court. Voilà, je brise With the Speedblade avant de moi-même donner le bloc B, composé de Sanada, Evilida, Tetsuya Naito, Kenta Zaseba Jr., Hiroki Goto, Juice Robinson, Hiroshi Tanahashi, Toru Yano et Yoshihashi. Alors, on va commencer, et ça va pas du tout être orienté, je vais en prendre un de chaque, et ça permettra d'aller vite. On va commencer par une paire bloc A, bloc B, Takahashi et Yoshihashi. Mais tu vois à peu près pourquoi je choisis les deux. Qu'est-ce que tu en as pensé, même si j'ai pas eu besoin de te consulter là-dessus. Il y a quand même un qui est pire que l'autre. Hein. Ah oui, très clairement. Alors d'habitude, voilà, si vous suivez le Catch-A-Cast depuis plusieurs années, voilà, le bilan du G1 Climax tous les ans, c'est un peu notre tradition là-dessus. Et tous les ans, on est là pour dire que Yoshihashi, des fois on se demande pourquoi il est toujours employé à la New Japan. Mais franchement, cette année, il a fait le taf. Franchement, j'ai rien à dire contre Yoshihashi. Je vais pas forcément le mettre en valeur parce qu'il y a forcément des meilleurs catcheurs sur le terrain. C'est le problème, là. Oui. Il faut rappeler que c'est vraiment la Dream Team, quoi. Mais il était quand même à la hauteur dans plusieurs matchs. Il y a des matchs qui m'ont vraiment beaucoup plu. Yoshihashi contre Juice Robinson, si ma mémoire me joue pas de tour, était quand même super. Même Yoshihashi contre Zack Sabre Jr., c'était cool. Et donc voilà, et les commentateurs, quand j'arrivais à avoir des commentaires en anglais, parce que la plupart étaient très en retard dû au Covid. Oui, tout à fait. Ils commentaient à distance, donc des fois ils avaient beaucoup de retard, alors que depuis quelques années ils sont toujours sur place à chaque show. Ils disaient que depuis qu'il a remporté les titres Never en trio avec Goto et Ishii, c'est son premier titre, sa première ceinture à la New Japan, alors que ça fait des années qu'il y est. Hein.
Il a trouvé une nouvelle confiance en lui, une nouvelle agressivité. Un nouveau Donc, pantalon. je trouvais que si c'était la narration qu'ils avaient choisie, ils jouaient bien le jeu. Bon, après, l'autre, Yujiro Takahashi, donc au bloc Next. A, alors là, Next. désastre. On oublie. C'est Mais le, ça, on c'est le le, sait. c'est le Fallet de cette année, quoi. Ah oui, mais là, on le savait d'avance. Mais quoi. même, je vais quand même rajouter un truc. On savait déjà que c'était pas un catcheur foufou, que c'était de plus en plus malaisant, pour pas dire gênant de le garder. Oui. Mais par rapport à Fallet, il accuse, je pense, depuis un moment, un arrêt qui lui pendait au nez, et puis une santé, une prise de poids. Il devait prendre plusieurs kilos par année, je pense. Alors, je sais pas à quoi est-ce que c'est lié. J'espère que c'était pas grave, genre hormonal ou des trucs comme ça, ou quoi que ce soit. Non, Thyroïdien plutôt, pas hormonal. Mais voilà, en tout cas, je pense que c'est simplement une question d'âge. Mais voilà, rien à faire, pas de possibilité d'arriver à me projeter dans ces matchs. C'est d'un scolaire absolu. Bref, next, on perd pas de temps. Alors, je me rends compte que dans le tableau que j'ai, le regroupement est assez heureux. Et à chaque fois, il y a des petites synergies, donc je vais continuer comme ça. Bon, d'ailleurs, regroupement fait par points. On n'a pas rappelé effectivement que chaque gagnant remportait 2 points, c'est ça? Oui, chaque victoire par tombée, soumission ou décompte à l'extérieur. Je ne sais pas si les disqualifications comptent. Je me rappelle plus de ça, mais ça donne 2 points. Une égalité de temps limite, c'est 1 point. Ouais. Et puis une défaite, 0. Voilà. On en arrive donc à Takahashi et Yoshihashi qui ont eu respectivement 2 points et 4 points, fond du tableau. Suzuki et Minoru Kazenare et Toru Yano. On va commencer par Suzuki. Tiens. Ah, ça m'étonne ça, dis donc. Ouais. Allez, qu'est-ce que tu veux vraiment dire? Déjà, extrêmement content qu'il soit cette année dans le G1 parce que l'année dernière, l'affront. il en était presque à nous faire peur qu'il allait quitter la New Japan même si ce serait mérité. Il ne l'avait pas inclus dans le G1. Ouais. Et donc cette année, il y est parce qu'il est champion Never, parce qu'il avait battu Shingo au show à Jingu, au Jingu Stadium, là je sais plus, Summer Struggle. Ouais. Donc il était dedans. Écoute, il pareil que Yoshihashi, c'est dur de faire le parallèle entre les deux, mais ce que je vais dire est vrai selon moi, c'est qu'il arrive à être à la hauteur de tout le monde, mais il peut pas donner autant que tout le monde. En même temps, il a, je crois, 53 ans cette année. Ouais, ça reste 53 ans, c'est ça. Être aussi en forme physiquement et arriver à donner autant malgré tout. C'est quand même un exploit. Et puis il a des très beaux matchs quand même. Il a signé quand même des super matchs moins techniques que ce qu'il aurait pu faire avant, mais par exemple le Kota Ibushi Minoru Suzuki auquel Dave Meltzer a pas arrêté de faire l'éloge, et je suis sûr qu'il a donné plus que 5 étoiles dessus. Vas-y, je te laisse terminer, mais tu pointes un truc intéressant. Était super cool. Alors moi je l'ai pas trouvé aussi excellent que moi non plus. L'a trouvé Meltzer, mais ça montre quand même qu'il peut quand même marquer des points, je veux dire pas forcément kayfabe, mais marquer des points auprès des fans et des critiques. Tout à fait. Même à son âge, quoi. Alors là où je vais complètement t'emboîter le pas, c'est que il y a un truc à souligner et je trouve que ça résume très très bien la tendance, et elle rejoint un autre mec qu'on aime habituellement énormément pour les mêmes raisons, de côté vénère, très stiff, très costaud. C'est Ishii, sur lequel on va arriver un peu plus tard. C'est cette espèce d'élan de virilité, de match à tendance virile, testostérone. Bon, après, il y a des gens que ça va faire rire sous cap, parce que le catch, c'est quand même très, très orienté sur des élans de virilité. Et je parle de virilité au sens étymologique, je parle pas que chez les mecs, c'est-à-dire que truc très démonstratif, genre on va voir qui c'est qui est le plus fort, et la bagarre. Mais en tout cas pour Suzuki, il y a eu ça, je trouve que ça a beaucoup souffert, il a beaucoup souffert de ça sur le G1 Climax avec Ishii, on y reviendra plus tard, de ces matchs où il faut montrer qu'on est absolument le plus coriace et machin, même si ça fonctionne absolument génialement bien, toujours Suzuki avec les années un peu de plus en plus à la limite de la caricature, c'est toujours très problématique je trouvais, avec ces espèces de rire un peu de dément, mais des finaux quand même génial, tu parlais de son match contre Kota, quand il se fait battre par Kota et que la caméra zoome sur sa gueule et qu'en fait il est en train de sourire,
c'est génial parce qu'en fait ça vient te montrer que le gars il est même plus, il est dans un autre niveau, il est même plus là genre pour gagner, il est là pour prendre un bon kiff, un bon shot d'adrénaline et faire fermer sa gueule au mec en face. Là en l'occurrence très emblématique ce match, on y reviendra après avec Ibushi parce que je pense qu'il y a une vraie, il continue la logique de passation en fait avec ce genre de match et de trucs. Toru Yano, tu m'en voudras pas, je commence, mon chouchou. Ah bah oui. Alors très drôle, moi à plein d'égards, hein, je vais vous épargner le fait que il a un nouveau t-shirt avec un queer code dessus qu'il mettait à chaque fois sur la corde. Moi, il a continué de me régaler, quoi. Il continue de me faire beaucoup rire. Ça reste, alors évidemment, il faut venir chercher le comedy wrestling. Je sais qu'il y a des gens qui sont très, comment dire, imperméables plutôt à ça. Oui. Donc en l'occurrence, ça ne fonctionnera pas chez tout le monde. Pensez en dehors du Japon à des, même si c'est pas les mêmes genres, à des Colt Cabana ou de moins en moins des Orange Cassidy, en tout cas de manière plus mixte. Voilà, moi je trouve que ça marche très bien, c'est très très drôle, toujours des belles trouvailles de scotch à planquer, de coups de fourberie complètement absurdes. Un moment où il fait une espèce de double low blow je crois que c'était contre Evil, ou je sais plus trop quel match. Enfin, c'est ça. Voilà, toujours plein de belles trouvailles, sa gueule, il me fascine, je me lasse pas du gars, c'est impressionnant en termes de présence théâtrale. Voilà, je vais pas faire des heures, je pense que vous avez compris que je suis très fan, et puis vous pouvez aller voir des compiles ou des matchs si vous avez besoin de vous faire un avis sur le garçon, si vous le connaissez pas. Ce que j'ai trouvé intéressant cette année avec lui, c'est que la grande majorité des catcheurs se laissaient pas faire en fait par ces délires. Maintenant ils ont appris. Il y a eu un précédent. Il faut rappeler qu'il y a eu un précédent. C'était quoi? C'était il y a 2 ans maintenant. Ce fameux match toute berzingue contre Ishii. Où on était en train de se dire mais putain il va gagner le con, c'est pas possible. Donc depuis il y a un côté très, comme on le dit très souvent, on vous réexplique ce que c'est, il y a un côté très esprit shonen, c'est-à-dire on se bagarre à fond, et puis la pire erreur dans un manga shonen c'est de sous-estimer l'adversaire. Donc maintenant il a pu cet ascendant là, et que ce soit pour ses fourberies, hein, très souvent les compétiteurs lui demandaient à l'arbitre, vérifier bien qu'il ait plus de scotch, qu'il ait pas de truc pour nous la faire à l'envers. Donc voilà, ça marche plutôt bien. Il y a un seul match qui vraiment m'a choqué. C'était contre Zack Sabre Jr. Oui. Match qu'il a perdu d'ailleurs. Ouais. Parce que là, je trouvais qu'ils en avaient fait trop les deux sur les scotch avec les scotch. Ouais. C'était trop long, c'était un peu too much. Ouais. Pourtant, il y avait des bonnes idées, hein, scotcher sur le côté, sur les barrières à l'extérieur du ring avec Zach, mais bon, je trouve que dans l'ensemble, il a réussi à se renouveler plus ou moins à chaque match. Ouais. Donc toujours à jouer avec les arbitres, avec les Young Lions aussi, en attachant ses adversaires aux Young Lions, etc. Mais qui finalement ils arrivaient à trouver des parades comme Naito qui était avec Yota Tsuji, et ils arrivent quand même à surprendre Toru Yano. Ça c'était intéressant. Voilà. Et juste avant qu'on passe au deuxième duo, j'ai retrouvé la note exacte de Ibushi contre Suzuki, donc la note de Dave Meltzer. 15 étoiles, c'est ça? C'était très précisément 5,25 étoiles sur 5. Waouh. Voilà, il y en aura d'autres. Merci Dave. Voilà, donc vas-y, dis-moi à quel duo passons-nous désormais? Donc respectivement les deux qu'on abandonne, 6 points au classement final, et on commence à arriver à des trucs intéressants. Enfin, c'était déjà intéressant, mais là on commence à s'ambiancer. Shingo Takagi et Hiroshi Tanahashi, tous les deux aussi 8 points. Alors, je te laisse choisir par lequel des deux on commence. Eh ben moi je commencerai par Takagi, parce que Tanahashi, il y a des trucs plus intéressants à dire que Takagi perso. Parce que j'aime beaucoup Takagi, on sait de quoi il est capable. Voilà. Allez voir la finale des Super Junior de l'an dernier avec Ospreay. D'ailleurs, il l'a re-rencontré cette année, hein, Ospreay, dans le tournoi, et il me semble que oui, il a eu un 5 étoiles d'ailleurs contre Ospreay d'après Meltzer.
Ouais. Moi, je suis pas tout à fait d'accord parce que je trouvais que c'était beaucoup moins bien Complètement. que le match du Best of Super Junior 2019. Mais voilà, en fait, Takagi, c'est ça. C'est que il te met la hype. Il est très explosif, tu sens il y a plein de passion sur le ring avec lui. Ah oui, c'est. Mais je sais pas si ses adversaires sont à la hauteur ou si lui, il était pas encore dedans. Je sais pas. Pour moi, il manquait quelque chose avec Takagi cette année. Après, je te trouve. Et puis, il a perdu pas mal de matchs. Le seul truc vraiment que j'ai apprécié avec lui, et c'est peut-être d'ailleurs paradoxalement, c'est peut-être le match que j'ai le plus apprécié de ce tournoi, c'était son match contre Okada, qui lui aussi a eu 5,25 sur 5. Qui était le même soir que Kota Ibushi contre Minoru Suzuki, donc ils avaient quand même de la grosse concurrence, quoi. Mais il était inédit, et puis il a réussi à faire sortir le Okada qu'on a connu il y a quelques années, parce que cette année on en reparlera, mais en 2020 je trouve qu'Okada il a énormément perdu. C'était très, on s'avance un peu, mais c'était très tiède, oui. Ouais. Voilà, on en reparlera tout à l'heure. Enfin voilà, pour moi Takagi c'était mi-figue mi-raisin, on va dire. Alors, moi je regardais un truc simplement très pragmatique. Ça ne justifie pas tout, hein, mais il commence à accuser son âge aussi, hein. Il a 37 ans, il n'est pas grabataire, hein, faut pas charrier, mais je veux dire, t'as forcément une intensité un petit peu en moins. Après, voilà, je sais pas, moi je pencherais plus sur un point qu'on n'a pas précisé, mais tu as très bien fait de le souligner. On sent clairement que à la NJPW, ils ont un peu moins de temps dans les pattes que la WWE, qui a recommencé assez vite, qu'il y en a qui ont encore besoin de retrouver leur marque, quoi, et puis d'avoir des matchs qui aussi peut-être en valent le coup. Je te rejoins sinon en partie le concernant. Et Tanahashi? Eh bien, Tanahashi, j'ai Tanahashi, j'ai vraiment adoré Tanahashi pendant ce tournoi, surtout au début. Ouais. Son match contre Naito le premier soir était vraiment excellent, enfin le premier soir du bloc B pour les puritains. Puristes. Les puristes, pardon. Et non, c'est parce que j'ai dans ma tête les images du magnifique corps olympique. Le dieu Olympe de Tanahashi. Et son masque de protection d'ailleurs anti-Covid qui est fabuleux. Alors on vous le dit, hein, si vous voulez acheter un masque de protection Covid, ce sont les abdos de Tanahashi. Ça c'est cauchemardesque. Mais non, mais pour Tanahashi, je crois qu'il avait eu pendant le confinement au Japon, il avait pris du poids, etc. Puis voilà, lui aussi se fait vieux, donc forcément c'est plus difficile. Ouais, mais c'est parce qu'il mange des burgers, ça. Bah oui, forcément. Et là, premier soir du G1 Climax, mais genre on a retrouvé, en tout cas physiquement, le Tanahashi du début des années 2010 où il était au sommet du monde. Carrément. Et puis même, pas seulement en apparence, mais aussi en termes de rythme, en termes d'énergie, il était là, quoi, parce que le pauvre Tanahashi, il a les genoux complètement en compote depuis des années, et pourtant là, on n'avait pas l'impression qu'ils étaient si cassés que ça. Et je trouve qu'il a vraiment brillé pendant tout le tournoi, notamment contre Naito, mais aussi contre Sanada, voilà, contre Juice aussi, voilà. J'ai pas eu ta hype, j'ai pas trouvé non plus quelconque, hein. Pour moi, il continue, à moins que ce soit l'inverse, celui qui a inspiré l'autre, il continue sa veine John Cena-esque, c'est-à-dire qu'il met extrêmement bien en valeur ses adversaires, qui continue encore à l'âge qui est le sien, et surtout, comme tu l'as très bien dit, avec son corps démoli, j'ose même pas imaginer si on pouvait avoir comme dans les films de SF une vue de son corps. Bref, mais en tout cas, ça fait très bien le job, on s'ennuie pas sur les matchs, mais j'ai pas été autant à m'enflammer que toi le concernant. Mais bon, écoute, je pense qu'on va continuer, on aura dit l'essentiel pour lui. Nous arrivons donc à Tomohiro Ishii et Juice Robinson. Alors on est obligé de commencer par Juice Robinson et sa nouvelle tenue, parce que c'est la collection automne-hiver, et il nous gratifie d'un pantalon slim, taille, non pas taille haute, mais
mais qui, j'ai pas le terme technique, excusez-moi, Christina va m'engueuler, magnifique, qui remonte effectivement au niveau du mollet, ainsi qu'un magnifique Marcel Blanc en mode John McClane. Voilà, ça c'est pour le setup. Mais blague à part, je suis content, parce que déjà on l'a retrouvé, et puis on le retrouve plutôt bien. Rigolo dans les matchs justement contre Toru Yano, parce que Juice Robinson c'est l'autre perso, même si c'est pas son cœur de cible, le comedy wrestling, et ça continue de rester un catcheur très solide et très efficace. Il m'a rassuré par rapport à ce que j'ai pu voir quand il était encore aux États-Unis, notamment avec moi Finlay qui me désespère, j'avoue. Donc je suis content qu'il revienne, et c'est triste à dire pour Finlay, pour lequel j'ai pas de haine particulière, mais je suis content qu'il revienne seul. Pour ce qu'il vaut, et voilà, moi il m'a relativement régalé sur la plupart des matchs, et pas grand chose de plus à dire. Ouais, le Blues Brother du tournoi, quoi. Il m'a pas filé le blues. Mais non, je suis complètement d'accord avec toi. Moi aussi, j'étais très content de retrouver Juice Robinson en solo, en forme, avec l'envie de vraiment briller aussi, l'envie d'avoir envie. Mais et pour moi, il est dans mon top 5 des meilleurs catcheurs de ce tournoi, en fait. Tiens, je ferai un top 5 moi aussi, j'y ai pas pensé. Je vais y réfléchir. Je sais pas en quelle position je le mettrais. Peu importe. Pas dans le peloton de tête, mais franchement, j'ai vraiment adoré regarder les matchs de Juice Robinson. Voilà, il n'y a rien à dire, c'est vraiment l'un des tout meilleurs babyface et gentil catcheur héroïque de la planète pour moi. C'est tellement naturel pour lui. Et tu sens qu'il y a un fond de sincérité, parce que même quand tu le... Mais t'as vu la réaction de la foule ? Mais ça continue d'être... Ça m'a fait plaisir. Il l'adore. Et puis même dans les promos après coup... il a beaucoup de second degré, il se prend pas la tête, il se moque même de ce qu'il peut faire, et bien tout sûr, ça. Et ça, c'est une vraie valeur de babyface, parce que souvent les babyface sont là, je vais réussir, machin, mais tu sens que c'est très... On y reviendra avec Kota Ibushi, justement, ça c'est un truc qui va me poser un problème, et je vais faire un autre parallèle avant qu'on continue avec Ishii, que tu as amorcé tout à l'heure avec Zack Sabre Jr. Ce côté too much, rigolo ou gentil, ça marche très bien pour lui, ça marche très mal pour Zack Sabre Jr., mais on va lui tailler un costard un peu plus tard. Ishii. Ishii... fidèle à lui-même, peut-être un tout petit peu en deçà des deux éditions précédentes. Voilà, le taulier du G1 Climax, celui qui s'est... Je parlais de tendance Sinaesque pour Tanahashi. Ishii, lui, c'est le tremplin pour l'espace, quoi. Quand vous battez avec lui et que vous suivez à peu près niveau catchesque, évidemment, parce qu'il peut pas faire de miracle. John Moxley. Voilà. Si la NASA veut aller sur Mars, il faut que Ishii soit la fusée. Exactement. Mais en tout cas, je tiens quand même à réparer que cette imposture disant que il a réussi à faire un super match avec John Moxley. Oui, lui a fait un super match, mais je continue à maintenir que le Moxley Ishii il y a 1 an, 2 ans l'année dernière. L'année dernière est vraiment pas si fou que ça, quoi. Et mérite pas toutes les étoiles qu'il avait. Tu allais dire, c'est plus constructif que ce que je viens de dire. Non, si, c'est très constructif. Chier sur Moxley, c'est toujours constructif. Voilà, c'est plutôt déconstructif pour lui. Voilà. Mais, non, Ishii, moi je trouve que oui, il a été peut-être en deçà de ce qu'il peut faire, qu'il a pu faire avant, mais franchement, ça se remarque vraiment pas. Faut vraiment avoir vu plusieurs G1 Climax avec lui pour le remarquer, quoi. Je trouve que il est vraiment toujours au top du top du top du top. Vraiment, il transpire le catch par tous les pores, ce mec. C'est impressionnant. Et pourtant, il a pas beaucoup d'émotions. Même quand il a combattu Jay White dans son dernier match, qui était un main event très intéressant. D'ailleurs, c'était le dernier soir du bloc A au Sumo Hall, et ils ont choisi un match entre Ishii et Jay White, où Jay White, qui a gagné presque tous ses matchs dans le tournoi, me chauffe pas trop là. Par mourir contre Ishii, et Ishii, qui est vraiment dans son personnage, sort du ring et laisse juste Jay White comme une merde contempler sa défaite comme une merde. La sobriété de l'homme, quoi, j'adore. Mais oui, c'est bon, j'ai fini, je rentre. C'était vraiment extraordinaire, de simplicité, mais voilà. Ça, c'est le samouraï. Ma tâche est accomplie, je rengaine mon katana. Exactement. Contrairement à Will Ospreay.
Voilà, et entre ça et Goto qui vraiment... J'aime beaucoup Goto, mais c'est vraiment une merde comme samouraï, quoi. Donc, C'est violent. voilà. Bah, c'est normal, c'est plus un moine Shinto. Alors, on continue. Bah, Goto, justement. Alors, les deux zozos d'avant, beaucoup d'égalité. Là, on est sur une ligne d'égalité, encore 8 points. Goto et Jeff Cobb. Donc, bah, vas-y, hein, t'es sur Goto. Et ben continue Goto, le fil rouge du tournoi pour Goto, parce que ça c'est bien, tout le monde avait vraiment un fil rouge dans ce tournoi-là. Goto, son fil rouge, c'était il a mal à l'épaule. Et donc, J'ai mal. et ouais, il a mal. Et bah, tout le monde va s'en prendre à son épaule, mais lui, c'est un guerrier, donc Je survivrai. il va combattre la douleur, mais en fait, bah, tu peux pas, gros, contre Zack Sabre Jr. ou Sanada ou ces Gugus-là, c'est pas possible. Voilà. Tu te fais éviscérer et puis c'est tout. Donc Goto, il était vraiment en retrait parce qu'en plus l'année dernière, il était plus mis en avant parce qu'il s'était entraîné au dojo de son pote Shibata et donc il était en forme, il allait gagner le tournoi, machin. Alors que là, bon bah, il était juste champion Never trio avec Yoshihashi et Ishii, quoi. Ouais, Donc, faut pas demander plus. Moi, j'avoue, ça m'écorche que j'ai de la sympathie pour Goto, mais je l'ai trouvé très oui, moi quelconque. aussi. Très quelconque. Je pense dans un registre différent d'Okada. Bon, bah, très bien. Sachant que on arrive, et je suis très content, à Jeff Cobb. Et alors là, Jeff Cobb, pour moi, c'est... alors, c'est peut-être pas le Mister G1 Climax de cette année, mais pour moi c'est le MVP, comme on dit, le Most Valuable Player, c'est-à-dire vraiment le mec qui s'est illustré, et surtout moi j'ai l'impression, tu vas me dire ce que t'en penses, mais que il y a il mise sur Jeff Cobb, quoi. Il y a vraiment eu, notamment il y a une victoire assez emblématique, il a battu Will Ospreay. Oui. Dans un dans un match très chouette d'ailleurs. La plupart des matchs de Jeff Cobb, pour ma part, très bonne facture. Alors j'ai toujours été assez fanboy le concernant, mais pour moi, Jeff Cobb c'est en train de devenir le nouveau Michael Elgin en termes de popularité et de push qu'il a à la NJPW. Your cable TV is experiencing difficulties. All right. I'm going to be literal for a second, Hashizume. I'm going to be literal. You ready? Literally, Kenta just kicked the shit out of me. You know what that means? Hanto, baby. He kicked the shit out of me. I ain't kidding. It ain't a figure of speech. I'm going to have to check my underwear because I may have sharded. Probably sharded. Do you know what a shart is, Hashizume? You know what a shart is? And when you think it's a fart, it's a little bit more. Yeah, I sharted. Poopsie daisy. Anyways, enough messing around. On était en train de se dire, et puis on va être transparent avec vous, il y a des chances que on ait modifié un petit peu le son entre-temps pour des questions techniques, hein, merci joie du confinement. Et en l'occurrence, j'étais en train de comparer Jeff Cobb au nouveau Michael Elgin, autant dans le talent, dans le push du public, que même de la NJPW, qui je trouve lui a vraiment laissé une place hyper conséquente dans ce J1 Climax, en tout cas en termes d'impact. Je sais pas ce que t'en penses du coup, Félix. Eh ben moi j'en pense que vraiment j'ai observé Jeff Cobb pendant tout ce G1 parce que justement je me demandais est-ce qu'il allait être à la hauteur de Michael Elgin qui est son pendant t'y pensais aussi, ouais. Catcheur étranger, poids lourd mais qui peut quand même faire un peu de voltige et se mettre à la hauteur de ce genre de catcheur là. Ouais. Et je trouve qu'il a passé le test mais à un cheveu près je dirais parce que lui, il en a, contrairement à Elgin, donc ça passe, c'est pour ça que ça marche. C'est pas faux. Mais quand Elgin avait combattu Omega ou Okada, vraiment, on avait des matchs. C'est vrai. Alors que quand Cobb, il combat justement un Ospreay, par exemple, ou un Okada aussi, je crois qu'ils étaient dans le même bloc. Oui, je te confirme. C'était pas aussi extraordinaire, c'était good. Après, pour être franc, si je reprends ta comparaison, on n'a pas un J1 Climax aussi extraordinaire que les éditions de ces 2 dernières années. Hein.
parce que tâtonnement, comme on disait. Donc, moi, si je remets ça en contexte, honnêtement, c'est normal de pas arriver à ce genre de niveau-là, parce que moi, j'ai peut-être 2-3 matchs qui vraiment m'ont fait complètement me lever de ma chaise. Il y a 2-3 ans, c'était un certain qu'on a même vu ensemble. Waouh, quoi. Donc c'est pour ça que je nuancerais. Bon, après, je l'ai déjà dit, un parti pris très... C'est un peu mon chouchou avec Toru Yano dans des registres tout à fait différents. Il y en a un troisième, mais on y arrivera un peu plus tard. Très bien, très bien. Encore une égalité 8-8 pour les deux Ozo. Ce qui nous amène, si je ne vais pas trop vite, à Zack Sabre Jr. et Taichi. Et écoute, vas-y, défoule-toi. Moi, franchement, Taichi et Zack Sabre Jr., donc tous les deux Suzuki Gun d'ailleurs, et tous les deux champions par équipe IWGP ensemble. Pour moi, c'est parmi le top 5 aussi de ce tournoi. Ah ouais? Taichi, ah oui. Taichi, il était extraordinaire. Il était stratosphérique dans ce tournoi. Putain, d'accord. Vraiment, il a vraiment... on n'a pas vu les mêmes matchs. Je sais pas, moi j'ai tout vu. Non, pareil, mais c'est pour te charrier. Oui, mais j'attends d'entendre ta réponse avec impatience. Mais parce que justement, j'ai l'impression qu'on est vraiment complètement opposés. Taichi, j'ai adoré tous ses matchs. Il a vraiment montré toute l'étendue de son talent, alors que les années précédentes, il jouait plus sur la triche. Il jouait plus là aussi, quand même. Mio Abe, oui, un petit peu parce que c'est un heel, mais quand tu regardes son match contre Kota Ibushi par exemple, où ils ont donné que des coups de pied, aucun coup de poing, aucune prise, que des coups de pied, je crois que c'est genre 77 coups de pied. Ouais, il y a eu un compteur que tu nous avais envoyé. 48 ou 84 pour Taichi, et ils ont quand même réussi à nous faire vivre un truc ensemble. C'est extraordinaire, quoi. C'est extraordinaire. Il a une intensité, Taichi, qui est magique. Ouais, moi il me porte un peu, mais vraiment un peu comme quand tu parlais de Tanahashi. Bon, c'est bien parce que comme ça on n'est pas en mode consensuel de bout en bout, d'accord sur tout ensemble, mais vraiment en termes de feeling, et pourtant le mec, tu le sais, c'est un gars qui est plutôt dans mon cœur, même à l'époque où il se faisait assez allègrement conchier, et là j'ai trouvé qu'il a aussi ce syndrome. Je vais rendre aussi à César ce qui est à César, parce que la fameuse expression démonstration de virilité, on la doit à Michael qui nous avait pointé ça pendant une discussion qu'on a eue en off concernant ce G1 Climax, et c'est lui qui avait vraiment résumé l'idée sur laquelle j'arrive pas à mettre le doigt. Et là, ouais, c'est un peu de cet ordre-là. Plus, moi j'étais beaucoup plus choqué par les éléments de tricherie qui étaient quand même encore très présents. D'accord, c'est un heel, d'accord, c'est sa marque de fabrique, mais puis il a encore sa merde là de je sais pas quoi, de griffe là, putain, mais jette ton aluminium, quoi, c'est pas possible. Donc et je crois qu'il l'a vraiment très peu utilisé. Il l'a remplacé par le micro, quoi. Super. Mais non, je sais pas. Mais peut-être parce que j'en attendais trop, j'en sais rien, possiblement. Ah oui, carrément, d'accord. Mais c'est peut-être ça aussi, maintenant que j'en parle. Mais bon. Oui, mais il peut pas changer drastiquement. Non, pas jusque-là. Mais en tout cas, sur l'épreuve, on va dire, qu'est le G1 Climax, j'étais clairement moins emballé. Et pour Zach ? Eh ben Zach, à part le match que j'évoquais tout à l'heure contre Toru Yano, Zach, il était aussi génial, moi j'ai trouvé. J'ai trouvé qu'il était génial. Il avait énormément d'intensité. Tous ses matchs étaient hyper cool, hyper convaincants, hyper pertinents par rapport à son style à lui et face au style des autres. Voilà, je saurais pas te dire autrement pourquoi j'ai vraiment adoré Zack Sabre Jr. pendant ce tournoi-là, mais moi il m'a vraiment régalé, quoi. Je pense que c'est peut-être son style, vraiment dans le côté inoki mais très technique avec beaucoup de chain-wrestling et tout ça, qui faisait que ça changeait avec le reste du bloc qui est mine de rien très homogène en fait, parce qu'il n'y avait pas de Ospreay ou de Cobb qui ont leur spécialité, ou de Suzuki par exemple. C'était vraiment assez homogène le bloc B à l'exception de Zach. Donc je trouvais qu'à chaque fois il restait en tête, quoi, le match de Zack Sabre Jr.
Bah, je crois que tu as souligné en fait ce qui était problématique pour moi. Peut-être que ça a juré un peu trop avec le reste. Il y a aussi l'autre problème qu'on a pointé, à savoir que c'est pas encore ça au niveau de sa place en termes de personnalité, parce qu'il est soit grande gueule mal maîtrisée, soit le fait qu'il traîne aussi souvent beaucoup avec le Suzuki Gun, avec ce côté tchatch mi-anglaise, mi-japonaise qui lui laisse pas déployer comme un Juice Robinson ses capacités, parce qu'il peut être bien hein, des fois quand il est en mode troll et qu'il est tout seul, il peut être pas mal, mais je pense que ce va-et-vient là le dessert. Et donc ouais, malheureusement, ça me peine parce que c'est un mec que j'ai énormément appris à aimer avec les années. Et là, non, ça le G1 ne lui rend pas service. Voilà, je le dirais plus comme ça. Je vais pas dire que c'était pas un bon G1 qu'il a fait, parce qu'il est très carré, il continue d'être super technique, mais le G1 ne lui rend pas service. Je ferai pas plus long. Faites-vous une opinion en regardant quelques-uns de ces matchs si vous voulez avoir un petit ordre d'idée. Et on continue. Donc Zack Sabre Jr. 10 points, Taichi 8 points, avec Kenta et Will Ospreay. Alors je vais la faire en format Flash Express, texto, SMS, WhatsApp. Kenta de la merde, Will Ospreay bien mais pas top. Voilà. C'était bien mais pas top. Et on va un peu développer. Enfin, je vais surtout te laisser rebondir là-dessus. Non mais c'est plus ou moins ce que j'ai pensé aussi. Bon, bah. J'avoue que, Next. j'avoue que Will Ospreay, le cas est particulier, oui. Parce que j'ai quand même regardé ses matchs. Mais j'avais quand même un goût amer dans mon cerveau de fan de catch quand je regardais ces matchs, parce qu'il y avait toute la situation où il avait été accusé oui, d'accord. Parmi ceux qui étaient dans la vague du speaking out au printemps. Il avait été accusé de refuser le booking à une des catcheuses qui accusait justement d'autres catcheurs de harcèlement et peut-être même d'agression sexuelle. Et finalement, à la fin du G1, il y a eu des déclarations de la part qui de semblerait l'innocenté, qui avait lancé les rumeurs et qui disait que finalement ils avaient dit de la merde juste pour le faire chier. Donc bon, apparemment il n'aurait rien à voir avec ces histoires. Non, moi j'ai même pas eu ce souci là, parce que bon. Donc, après... non, mais ça c'était vraiment, c'était pas forcément le souci prioritaire pour moi. Il y avait aussi le souci qui jouait vraiment l'arrogant catcheur mais au monde et tout ça. Et ça mettait en place ce qui arrivait à la fin, c'est-à-dire que quand il a eu son dernier match du tournoi contre Okada, qui est le chef de son clan Chaos, et en plus celui qui l'a fait venir à New Japan, il s'est retourné contre lui et il a formé son propre clan avec sa compagne, donc Bea Priestley. Bea Priestley, qui est aussi championne à la Stardom. Et puis un ancien Young Lion qui revient d'excursion, qui s'appelle Great Okan, voilà, qui est un peu le bras armé du trio, quoi. Donc ça, c'était pour préparer le truc. Mais au début du tournoi, quand on n'était pas forcément au courant ou qu'on n'arrivait pas forcément à voir vers quoi ça allait tendre, cette attitude de son personnage, plus toute la confusion autour de son implication ou non dans les affaires de Speaking Out, c'était un peu bizarre, quoi. Alors moi j'ai même pas eu, comme tu disais, ce souci-là, non pas que je m'en foutais parce que j'étais au courant de l'information, mais j'ai un rapport très pragmatique à ces choses-là, dans le sens où pour moi il y a une justice qui doit faire son taf, et en attendant, même si je peux comprendre la position de gens qui s'inquiètent et qui peuvent être touchés et que je respecte totalement par rapport à ça, mais même sans ça, en ayant fait abstraction de tout ça, bon, ça reste un des meilleurs catcheurs au monde, ça y a pas y a pas à dire. Toujours ce côté, moi, qui me pose souci, c'est pas nouveau, hein, depuis qu'il a été vraiment encensé, depuis le Super Junior, quoi. Vraiment too much, c'est-à-dire ce côté, je prends en mode de plus japonais que les japonais. Je prends cette mission qui m'est donnée d'être le représentant de la NJPW, encore plus parce que je suis un gaijin, un étranger, et je fais ça. Et en ça,
c'est très drôle d'ailleurs. Alors ça va donner l'impression que je me contredis, mais non. Mais en ça, c'est très drôle de voir débarquer à la fois son nouvel acolyte dans la faction qu'il fait tourner heel, mais aussi sa compagne Bea Priestley, parce que Bea Priestley, elle, ça marche très bien en fait. Elle a même une faction Gaijin carrément assimilée, de la même manière qu'il y a un Bullet Club, même si le Bullet Club est quand même, c'est vachement homogénéisé ces dernières années, avec beaucoup de japonais, pas les meilleurs, Yujiro, Jado, qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, je suis un peu dans un truc d'un entre-deux, et il est très bizarre d'ailleurs ce moment heel turn de Will Ospreay, on a l'impression qu'il y croit pas lui-même, mais pas genre il y croit pas, du style il est surpris par l'intervention. Donc ça donne un truc incompréhensible, et je rajouterai un dernier point encore plus incompréhensible pour qui n'a pas les codes, parce que je trouve que c'est mal joué, et si tu connais pas Bea Priestley, tu te dis mais pourquoi il y a une meuf qui arrive, et c'est quoi sa ceinture, enfin vraiment trop d'informations, trop de trucs, voilà. Mais tout le monde n'a pas la chance d'avoir un ami qui fait du lavage de cerveau sur la Stardom depuis des années, et dont on attend un format sur la question. Coucou Jérôme. Kenta, ouais, quelconque. Vraiment. Non, oui, il n'y a rien à dire, médiocre. Voilà. Notamment le reveal, alors je sais pas si t'as vu, reveal, j'ai pas dit evil 2 fois, quoi. le reveal de la révélation de ce que c'était ce fameux plan vu à la première personne sur lui. Ah oui. Oh là là. Ouais. C'est Bon, nul. Ça, je m'en fiche un peu, parce que c'est du à côté, quoi. Non, mais tout ça pour ça, je veux dire. Je suis d'accord que c'est de l'à côté. Ce qui se passe sur le ring, tout ça. Mais... Bon, perdons pas de temps. En tout cas, je sais pas trop ce qu'ils vont faire de Kenta. Même avec sa valise de contender, enfin de. Non, mais après, on est dur, mais c'est quand même toujours mieux que ce qu'on avait avec Hideo Itami, et ça se sent. Je sens qu'il est quand même plus au rôle actuel. Oui. Qui retrouve un peu plus ses marques. Oui, ça fait plaisir de ce côté-là. Faire du catch stiff comme il a été connu pour, donc voilà. Je vais te dire, en fait, Kenta, il a une position intenable, parce que il y a déjà d'autres catcheurs qui sont athlétiquement ou dans leur rôle autrement plus posés que lui, et il a en fait le rôle, et c'est au-delà du fanboyisme, mais on arrive bientôt, mais c'est parce que je tiens un peu en place, il a le rôle de Jay White en fait, et c'est pas possible. Cette ville est trop petite pour nous deux. Ils sont 3 alors, ils sont 3 dans le rôle. Hein. C'est qui le troisième? Ah bah Evil. Non mais Evil c'est de la merde. Donc ce qui nous permet de continuer avec Tetsuya Naito, Kenta 10 points, Will Ospreay 12 points, Okada et Naito respectivement tous les deux 12 points. Oui. Voilà. Et je dirais Naito, il a fait son taf de champion, il a fait des gros matchs contre tout le monde. Comme poussif ça, quand même au début. Oh là là. Notamment les Destino loupés. Non, mais quand je dis des gros matchs, je dis pas des gros matchs en termes qualitatifs, je dis des matchs denses, conséquents en termes de temps, en termes d'action. Attention, tu as dit qualitatif, Jérôme. La police du qualitatif va te tomber dessus avec Jérôme. de qualité. Mais rien de marquant pour Naito. Ouais. Et c'est pareil pour Okada. Et pour Okada, c'est encore plus difficile. Prégnant, ouais. Parce que Okada, c'est un peu l'étalon maître de la New Japan moderne. Et de pouvoir vraiment faire des trucs quelconques, quelconques, et de forcer cette prise de soumission qu'il arrive même pas à mettre sur ses adversaires. Voilà quoi, c'est bon quoi. Ouais. Allez, next, ça fait de la peine, surtout vu le bonhomme. Evil et Jay White. Allez, je te laisse. Voilà, chacun son chouchou. Evil, j'ai toujours beaucoup aimé Evil, mais depuis qu'il est le fast bro heel turn, le nouveau leader bis club, c'est très difficile. Surtout que maintenant, il est encore plus dans la triche et dans les interventions extérieures avec son garde du corps, la Dick Togo, qui nous fait du Hitchcock là, avec sa. Voilà, c'est très difficile, je trouve. Tu peux peut-être préciser ta ref, parce que c'est un peu pour les auditeurs, c'est peut-être un peu cryptique. Moi, ça me fait penser à Le crime était presque parfait, où il y a un tueur qui est caché dans une maison et qui a une dame qui répond à son téléphone, et le tueur, il a cette cordelette en fil de fer là, qu'il utilise pour étrangler par derrière ses victimes.
Voilà. C'est pas moi, c'est pas moi, c'est Evil le tueur. C'est Evil le tueur. Mais à l'inverse, Jay White, il était vraiment excellent. Je trouve qu'il est très ce mec est très incompris parce que il joue vraiment sur les contres et il joue vraiment sur. Je vais te raconter une histoire dans le ring, mais vas-y, papy Félix. Non mais il utilise tout. Je vais te raconter une histoire. Il utilise vraiment tout. Voilà, tu me fais perdre ma pensée avec tes blagues. Non mais il est indescriptible, ce mec. Il est indescriptible. Ah, si, là, il est descriptible. Le mec, c'est un... Alors, je vais reprendre une expression qui vient de la WWE, d'un autre catcheur, même si à l'époque, il était autrement plus en note de synthé à mes yeux et d'autres gens. C'est l'expression d'architecte, en fait, qu'on donnait à Seth Rollins à l'époque, qui était mérité notamment avec le climax, non pas de J1, mais le climax qui a été son obtention de titre à WrestleMania à l'époque, face à Reigns et Brock Lesnar en faisant un cash-in à Money in the Bank. Jay White, c'est un putain d'architecte. Le mec construit tout, doublé d'un Midas. Alors, vous pouvez mettre la balise subjectivité, objectivité off, hein, parce que là, je vais complètement m'enflammer. Je l'attends depuis le début. Donc, on a compris qu'il était vraiment en 1. Et puis, son expression, quoi. Le Jay White, quoi. C'est parfait. C'est parfait. Le J1. Le J1, pardon, excuse-moi, oui, pas le G1, le J, c'est ça, oui, tu vois, le mec, il est tellement à fond. Non, il est fabuleux, je te rejoins totalement sur la dimension incomprise, mais c'est un monstre de technicité, c'est un monstre d'endurance, parce que c'est toujours le côté ingrat quand on n'est pas vraiment fan de catch, suffisamment observateur, on oublie ce qui se prend dans la gueule pendant les matchs, et on y croit, et il se relève et il remonte. Non, moi je le trouve fabuleux. En plus, moi j'ai eu un petit truc, c'est un détail, mais j'ai beaucoup aimé justement la fin que tu citais avec Ishii, où il s'est fait battre et où il est un peu tombé en disgrâce avec Gedo. Et on se demande, aura un impact, pas d'impact, voilà. Et puis jusqu'au bout, il est génial quand il vient à la table, spoiler, mais on y arrive juste après, de Kota Ibushi pour lui dire je t'attends. Fabuleux. Moi je suis Jay White Day One, donc j'adore et je continue d'aimer et creuser un peu plus. Je pourrais pas vous en vouloir. Il y a des mecs brillantissimes comme Zack Sabre Jr. où au début j'étais un peu en désamour total. Je peux comprendre qu'on ait un désamour avec le mec parce que c'est quand même assez subtil par aspect. On continue, que je fasse pas une émission entière. On en arrive donc là 12 points, comme Okada et Naito. On arrive donc, ça y est, la finale, les deux vainqueurs de leurs blocs respectifs, Kota Ibushi et Sanada. Donc on n'est pas passé loin de la prévision visionnaire de Félix, qui s'est cassé la gueule en finale. C'est moche. J'y étais presque. Il était. Ouah. Il y a quand même une prophétie écrite 1 an à l'avance. Quand même. C'est beau. C'est vrai. C'est bon. Ouais. Et c'était pas garanti parce que comme d'habitude, ils ont bien joué avec les points jusqu'au bout. On savait pas passer en finale parce que machin, il avait battu machin. Et... Particulièrement pour Sanada, donc Ibushi surtout c'était... pour Sanada, parce que Ibushi avait 14 points à la fin. Voilà, quand même... Ibushi c'était boulevard. Et d'ailleurs, ils ont commencé, très intéressant, le mec qui ramène tout à lui, ils ont commencé avec une première défaite face à Jay White. Pour vraiment intégrer le truc du genre, ça va être mon J1, quoi. On revient à Sanada Ibushi. Qu'est-ce que tu peux nous dire globalement des deux Ozo et de la finale, par définition? Eh ben, donc Kota Ibushi et Sanada, moi j'ai beaucoup aimé Ibushi ce tournoi-là. Il n'était pas stratosphérique comme on a pu le voir les gars ou ce genre de Gus. C'est ça. Ou les années précédentes. Ouais. Mais il était vraiment la garantie de qualité de tout ce bloc B, je trouvais. On pouvait pas descendre au-dessus, en dessous du seuil Ibushi. Ouais. C'était pas forcément le but de remonter au-dessus, mais en tout cas, on avait toujours Ibushi pour proposer des matchs super. Le seul point négatif, c'est vraiment la finale. La finale qui était trop longue. Quelle purge! Qui était trop long. Voilà, une purge. En fait, non, c'était pas tant une purge, c'était pas
négatif. Oui, c'était pas une catastrophe, je suis dur. C'était pas à jeter, c'était pas une catastrophe. C'était long. Mais ennuyeux au possible. J'allais dire, avant cette finale-là, Sanada que j'ai toujours pas porté dans mon cœur. Ouais, moi non plus, mais ouais, il a fait un truc propre. Il a fait un G1 assez propre. Son match contre Eto était très, très bon. Oui. Le match contre Tanahashi était très cool aussi. Ouais. Mais là, on a vraiment, en finale, on a retrouvé le Sanada ennuyeux au possible qu'on avait vu contre Ibushi aussi, hein. Ibushi aussi était chiant pendant la finale et approximatif sur certaines prises. Hein. Beaucoup de prises même, comme Sanada. Ouais, je veux bien te croire. J'ai sans doute effacé de ma mémoire certains trucs. T'étais trop focalisé sur sa plastique. Exactement. Comment on ne peut pas être focalisé? Ah, c'est impossible. C'est impossible. Donc voilà, c'est pour moi, si on devait conclure sur ce tournoi, parce qu'on parle de la finale, bah ouais. Je profite. C'est vraiment, il était très cool ce tournoi. C'était pas le meilleur G1 Climax qu'on ait jamais vu, mais il y avait des super bons points. Il y avait des super, des super pas découvertes, mais des super exploits pour des catcheurs comme Jay White ou Zack Sabre Jr. pour moi, ou Jeff Cobb. Ou Jeff Cobb pour toi, par exemple. Voilà. Mais la finale, vraiment, le point final. C'est dommage, hein. Ouais. Il était presque jeté, quoi. C'est un peu rageant, effectivement, pour un truc qui s'appelle G1 Climax. Voilà. Mais bref, en tout cas, on va pas bouder notre plaisir. Ça nous a fait plein de très jolis matchs, même si on a été quand même sur une tendance assez diesel. Mais rappelons-le, on a affaire à des êtres humains et on était en condition de Covid à l'époque, on l'est toujours, enfin vraiment isolé à l'époque, confiné plutôt, et puis rajouter à ça aussi que il n'y a pas que l'organisationnel, il y a le psychologique et tu viens pas, un être humain c'est pas une machine, malgré l'illusion que peut nous donner le catch, c'est pas une machine qu'on réactive on-off comme ça d'un coup d'un autre. On a parlé notamment en mode un peu vaguement potin de Will Ospreay de sa prise de poids, voilà, il y a plein de trucs où on se relance pas de la même manière après une interruption drastique avec un public réduit de moitié, au début inexistant. Voilà, rappelons-le, des petits principes de réalité, ça ne fait jamais de mal. Eh bien écoute mon cher Félix, on arrive au bout de cette émission que j'ai comme d'hab animée avec plaisir avec toi. En attendant de retrouver, espérons, les zigotos de l'équipe progressivement. Au-delà de vous rappeler qu'on se retrouve sur les internets, KatchaCast, Twitter, Facebook, Instagram, également un Patreon pour la maison mère, Death Podcast, n'hésitez pas à venir nous donner un coup de main si vous pouvez, Death, D-E-E-Z, podcast avec un S à la fin. Félix, on te retrouve sur Twitter et moi également. De toute façon, vous avez les billets pour ça si vous avez besoin. Et puis en cherchant sur KatchaCast, vous nous retrouverez à retweeter ou à poster en dessous des trucs. Donc pas difficile de nous retrouver sur les internets. Vous dire qu'il y a pas mal de petites bricoles aussi qui se profilent au niveau nouvelles choses à intégrer dans l'univers KatchaCast. Et puis bah voilà, vous saluer, vous dire comme d'habitude amour et suplex. Et prenez bien soin de vous, surtout par les temps qui courent. Et à bientôt. Ciao. Retrouvez KatchaCast et bien d'autres émissions de Death Podcast sur Twitter @DeathPodcast, D-E-E-Z, podcast au pluriel tout attaché, et Facebook à la page du même nom. Misteriosa la sua identità è un segreto che nessuno sa chi nasconde quella maschera tigre.